et merci de participer à ce webinaire aujourd'hui, d'être de nouveau là. Donc, on a pour objectif aujourd'hui de voir comment préserver l'engagement des utilisateurs de votre appli mobile. Donc, je me présente, je suis Catherine Marquet, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et j'animerai ce webinaire avec Irina Constantin. Bonjour à tous. Qui est ingénieure marketing et commercial. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous indiquer dans la fenêtre de chat à gauche de votre écran si vous nous entendez bien? Donc, voilà, si c'est OK pour vous, ce serait parfait. Oui, ça a l'air d'être OK. Donc, quelques mots sur la façon dont va se dérouler ce webinaire. À propos de l'interface, déjà, vous avez donc remarqué que vous disposez d'un chat qui va vous permettre d'intervenir à tout moment du webinaire. N'hésitez pas à y poser vos questions et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau. Vous avez aussi un chatbot en bas à droite de votre écran et c'est l'outil qui va vous permettre de poser des questions techniques, par exemple si vous avez des problèmes de son, à Webikeo. Donc, on a un modérateur Webikeo parmi nous, Stacy, qui vous répondra. En haut de l'écran, vous avez un bouton qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de télécharger un document qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Il s'agit d'une checklist pour ne rien oublier lorsque vous préparez un cahier des charges pour la conception de votre application mobile. Voilà, et à la suite du webinaire, vous pourrez télécharger la présentation, cette présentation qu'on vous fait là, ou alors visionner le webinaire en replay si vous n'avez pas la possibilité d'assister à l'intégralité de la présentation. Voilà pour ces quelques mots de présentation. Quel est l'agenda de ce webinaire? Comment il va se dérouler? Nous l'avons découpé en 4 chapitres qui correspondent aux phases durant lesquelles il est important d'intégrer l'utilisateur au process de développement. Donc avant, en amont du développement, pendant, après la mise en production et pendant tout le cycle de vie de l'appli mobile. En fin de webinaire, nous pourrons répondre à vos questions. Donc, il y aura une session de questions-réponses s'il vous en reste, si vous n'avez pas eu le temps de les poser pendant. Voilà. Pour commencer, comme c'est notre habitude, on va vous proposer un quiz pour se mettre en jambes. Vous pouvez y répondre dans la fenêtre de sondage qui va s'afficher dans quelques secondes sur votre écran. Selon vous, quelle est la principale raison qui pousse un utilisateur à désinstaller une appli mobile? Est-ce que c'est son manque de performance, son poids, son design, son manque d'intérêt ou le trop grand nombre de notifications? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Enfin, quelques minutes, quelques secondes. Voilà, les avis sont partagés. Alors, merci pour ces réponses. En fait, il s'agit d'une enquête qui a été récemment menée par Médiamétrie. Vous pouvez constater sur ce slide que vous avez un peu tous raison. La lenteur est quand même un élément assez important de désinstallation, de désengagement en tout cas des utilisateurs. Et ces exigences, nous, chez Inflexis, on les retrouve auprès des utilisateurs métiers, puisqu'on développe des applications mobiles métiers aussi, même si elles ne se traduisent pas forcément par la désinstallation de l'application, mais plutôt par des freins à l'utilisation. On va donc évoquer au cours de ce webinaire quelles sont les bonnes pratiques qui vont permettre de préserver l'engagement des utilisateurs. Mais avant cela, Irina, je vais te laisser la parole pour nous dire quelques mots à propos d'Inflexis. Oui, merci Catherine. Alors, rapidement, en quelques mots, Inflexis, c'est une entreprise de services numériques. Nous sommes spécialisés dans la conception, le développement d'applications mobiles et les interfaces pour les objets connectés. Alors, nous accompagnons nos clients dans leur transformation numérique et on les accompagne en concevant des services mobiles novateurs. Donc la plupart du temps, ce sont des applications mobiles métiers ou encore des objets connectés. Et une fois que ces applications sont mises en production, conçues, nous les accompagnons à leur mise en place de cette stratégie mobile et nous les assistons également d'un point de vue technique. Alors ici, on peut voir quelques références, quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en œuvre chez certains de nos clients. Alors
Dans le secteur bancaire, nous avons réalisé, pour Fortuneo, et pour Odo Banque Privée, des applications de bourse et banque en ligne. Pour le plutôt dans un autre secteur, Enedis, nous avons travaillé sur un projet d'équipement du technicien 3.0. C'est une, solution sur tablette pour les, techniciens nomades. Dans un contexte un petit peu différent, c'est une solution, sur tablette, heu pour le groupe Pasteur Mutualité que nous avons mis en place. C'était pour leurs commerciaux nomades. Et donc pour la téléassistance à la personne, pour, le groupe Arkea, Assistance, nous avons mis en œuvre une solution, qui s'appuie sur une montre connectée, avec de la géolocalisation, un tracker d'activité et une détection de fuite. Alors, la solution qu'on a citée, pour le groupe Pasteur Mutualité, a été désignée comme la meilleure réalisation, comme la meilleure réalisation pour les forces de vente mobiles par le jury des, Mobility, Awards pendant le salon, donc qui porte le même nom, Mobility, for Business. Mais si on revenait un petit peu, au sujet du jour, qui est de savoir un petit peu, quelles sont les bonnes pratiques, pour préserver l'engagement des utilisateurs, de votre application mobile, que vous l'ayez développée ou pas encore. Et pour cela, on a, distingué, toutes les phases au cours desquelles il est important d'impliquer, les utilisateurs. Donc avant le développement, pardon, avant le début du développement, pendant le développement, après la mise en production et donc pendant la vie de l'application mobile. Alors Catherine, pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment, impliquer l'utilisateur avant même de débuter le développement, de l'application? Oui, alors c'est en tout cas chaudement recommandé de les impliquer dans cette phase pour un certain nombre de raisons que l'on va voir. D'abord, ça va permettre de préciser le cahier des charges. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clients qui ont une idée quand même assez précise de leur cahier des charges, mais le cahier des charges qu'ils proposent, qu'ils nous fournissent, n'est pas forcément suffisant. Donc, nous procédons dans cette étape en nous appuyant sur l'approche design thinking lors d'ateliers de co-création. J'aimerais vous demander si parmi vous, il y en a qui ont déjà participé à ce type d'atelier, soit des ateliers design thinking, soit des ateliers de co-création, quelle que soit l'approche utilisée. Vous pouvez répondre N'hésitez pas à répondre dans le chat. Dans le chat. D'accord, Alan y a déjà participé. Design thinking ou co-création au sens large? La différence, simplement, c'est que le design thinking suit une méthodologie vraiment précise. Bon, après, il y a d'autres méthodes, comme la méthode ASIT, par exemple. Mais leur particularité, leur point commun, c'est qu'elles font travailler en commun, en collaboration, différents métiers de l'entreprise ou différents acteurs du projet. Alors, le design thinking ou pensée design, pour ceux qui n'aiment pas trop les termes en anglais, ça peut paraître un peu un sujet à la mode, un concept à la mode, mais c'est surtout un processus de conception qui est centré sur l'humain. C'est ça qui fait sa particularité, user-centric comme on dit. C'est une approche qui s'appuie sur des ateliers au cours desquels on essaie de comprendre les personnes pour lesquelles on conçoit. On essaie de comprendre quelles sont leurs problématiques auxquelles elles sont confrontées au quotidien et comment l'application, puisqu'il s'agit d'une application mobile, d'un atelier de conception d'application mobile, comment l'application pourrait les aider à les résoudre. Cela nous permet à nous de donner rapidement vie au projet parce que la méthodologie couvre toutes les phases de la définition des besoins en passant par la recherche d'idées, le prototypage et les tests. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Nous, à l'issue des ateliers qu'on appelle des ateliers de cadrage fonctionnel, qui s'appuient donc sur la démarche design thinking, on dispose d'un certain nombre de livrables, vous pouvez voir sur cette slide, qui sont indispensables au développement à venir. Donc, il s'agit par exemple des personas, qui sont les profils types des utilisateurs de la future appli mobile, de la liste des fonctionnalités de l'application qu'on appelle le backlog, et durant l'atelier, on aura priorisé ces fonctionnalités de manière à établir un plan de développement qui tient compte du budget du client. Et enfin, des prototypes d'écran clés de l'application, ce qui va permettre à des designers de commencer à travailler dès la fin de l'atelier sur des maquettes de ces écrans. Donc là, dans l'atelier, on travaille vraiment sur
sur des prototypes, c'est pas, c'est des éléments, c'est des écrans tout à fait simplifiés. Alors, à titre d'exemple, j'aimerais en fait vous illustrer cela par un cas client qui est celui de SPB, un client, pour lequel nous avons développé une application qui s'appelle l'Atelier des aidants, qui est d'ailleurs nominée pour les trophées Silver Echo prochainement, là, qui vont avoir lieu à la fin du mois d'avril, je crois. Le besoin au départ, le client, donc SPB, ne savait pas dans quelle direction s'orienter. Il ne savait pas quelle fonctionnalité mettre à disposition de ses clients, puisque les utilisateurs sont les clients de SPB ici, ni prioriser ces fonctionnalités. Il souhaitait essayer de définir une page d'accueil sur tablette et sur smartphone, puisque les deux sont différentes, et il souhaitait définir un parcours utilisateur. Donc, on a réuni dans un atelier de cadrage fonctionnel les différents acteurs du projet et on a répondu à leurs besoins de la façon suivante. On a établi la liste des fonctionnalités attendues par les utilisateurs. Donc, on les a identifiées, listées, priorisées pendant l'atelier. Priorisées parce qu'il y a un budget alloué à ce projet, donc on ne peut pas le dépasser. Et en priorisant, ça veut dire qu'on identifie avec les utilisateurs les fonctions dont ils ont absolument besoin dans un premier temps, ce qui constituera une première version, les must-have si vous préférez, et les fonctions qu'ils voudront avoir de manière moins prioritaire, les nice-to-have, dans une deuxième version. Et enfin, on a prototypé des écrans qui sont les écrans clés de l'application. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au cours de ces ateliers de cadrage, c'est important d'avoir une variété suffisante de métiers de l'entreprise, enfin en tout cas les différentes parties prenantes du projet, pour croiser les ressentis et les besoins. Tout le monde ne va pas exprimer ses ressentis, ses besoins de la même façon, ou ses priorités, et donc avoir un prototype qui s'approche au maximum des attentes des acteurs concernés. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante, mais avant de poursuivre, Irina, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question à nos participants. Vous allez pouvoir y répondre directement dans la fenêtre de chat. Selon vous, comment peut-on mesurer la satisfaction des collaborateurs lors de l'implémentation d'une nouvelle application mobile métier? Par quel indicateur peut-on mesurer la satisfaction des utilisateurs? Vous pouvez répondre directement dans la fenêtre de chat. On vous donnera la réponse tout à l'heure à la fin de ce webinaire. Alors, passons à la deuxième étape. Irina, on parlait de la phase en amont du développement. Maintenant, tu nous expliquais comment préserver l'engagement des utilisateurs en les faisant intervenir pendant la phase de développement. Tout à fait. Alors, on va voir maintenant l'exemple d'un cas client. Donc, c'est la mutuelle d'Ivry-la-Fraternelle pour laquelle nous avons réalisé donc, une maquette de l'application mobile qui a été développée sur le framework Ionic, dans le but vraiment d'être en mesure de la mettre entre les mains des bêta-testeurs et pouvoir observer en situation réelle vraiment les retours des utilisateurs. Donc c'est vraiment une maquette et ce n'était pas une version terminée de l'application, mais bien un prototype. Et donc nous avons convoqué ces testeurs en plaçant une caméra pour observer le parcours qui serait réalisé par ces utilisateurs. Et donc nous nous sommes placés dans une salle attenante pour ne pas perturber les utilisateurs, mais être quand même en mesure de les observer. Et nous avons ensuite réalisé des interviews pour avoir vraiment leur ressenti à chaud, les éventuelles frustrations et les désirs qui pouvaient ressortir de cette expérience. Et ce genre de retour a été vraiment très intéressant puisqu'il y avait déjà des formulations de besoins que les utilisateurs ont formulées, ce qui a été très positif puisqu'on a pu les prendre en compte dès la première version de l'application. Et donc, ce qui évite vraiment de générer, lors de la publication de l'application, de générer cette frustration pendant la première utilisation de l'appli. Donc, on va éviter toute frustration et vraiment tenter de répondre au mieux à leurs besoins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des équipes de développement mobile, et nous en faisons partie, utilisent les méthodes agiles pour développer. Donc c'est un principe de développement itératif. Alors la méthode agile vraiment a l'avantage de permettre aux utilisateurs de clarifier leurs exigences
au fur et à mesure de l'avancée du projet et donc de favoriser une plus grande interaction avec les bêta-testeurs et les développeurs par le biais, par exemple, de tests de maquettes. Alors certains d'entre vous sont peut-être familiers déjà avec la méthode agile. Donc les utilisateurs peuvent intervenir à différents moments du développement. Ça peut être par exemple avant le démarrage de chaque sprint, un développement étant constitué d'un ou de plusieurs sprints en fonction du projet, de la quantité de travail estimée. Et donc pour apporter les précisions nécessaires sur les différentes fonctionnalités qui vont être développées pendant le sprint. C'est comme ça que l'utilisateur va intervenir à ce moment-là. Et donc à la fin du sprint, l'utilisateur pourra prendre en main une version de l'application qui sera plutôt intermédiaire pour qu'il puisse donner son avis et valider les fonctionnalités développées pendant ce sprint-là. L'utilisateur pourra prendre en main ces fonctionnalités, ce qui constitue vraiment une mise en situation beaucoup plus efficace et vraiment concrète que plutôt que de lui montrer par exemple des images statiques de l'application qu'il pourra juger, mais qu'il n'aura pas, il ne se sera pas imprégné de cette expérience-là en ayant l'application en main. Et donc, les retours seront beaucoup plus fiables et garantiront que l'application corresponde bien aux besoins qui auront été exprimés avant la phase de développement. Et donc, à l'issue de cette phase de développement, à la fin du dernier sprint, on pourra disposer d'une version bêta de l'application qui pourra encore une fois être mise entre les mains d'un panel d'utilisateurs. Et donc à ce moment-là, les retours d'utilisation de cette version bêta pourront être étudiés pour être justement pris en compte ou non pour la version finale de l'application, pour la première version finale. Je t'interromps, Irina, parce que Alan a une question. Il demande est-ce obligatoire que ce soit quelqu'un de neutre, sous-entendu qui n'a pas pris part à l'étape de design thinking, qui réalise les interviews. Donc là, vous parlez des interviews en amont du développement, où il y a des interviews qui se produisent souvent avant l'étape de design thinking, pendant les tests utilisateurs. D'accord. C'est-à-dire au moment que tu décrivais, qui a été mis en place par la MIF. Alors l'idéal, oui, l'idéal c'est que ce soit une personne qui ne prend pas part au projet. Après, vraiment si les métiers, alors tout dépend si on est sur une application mobile métier ou plutôt grand public. Si on est sur du grand public, je pense pas que ça ne pose pas de problème que ce soit une personne de chez vous, par exemple, pourquoi pas, qui fasse les interviews en essayant d'être le plus impartial possible, évidemment. Dans le cas de la MIF, on peut préciser que c'est un partenaire à nous Oui, tout à fait. qui l'a réalisé. Oui, tout à fait. En collaboration avec le client, donc avec les métiers, les personnes de la MIF. Alors, au cours de la phase de développement, il est également possible et envisageable de réaliser ce qu'on appelle du test and learn, c'est-à-dire faire tester donc, la maquette auprès de bêta-testeurs, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et nous avons, mais dans cette mesure-là, c'est un petit peu différent, puisque nous avons mis à disposition de l'un de nos clients, qui est le groupe Pasteur Mutualité, une première maquette. Et donc, elle a été mise en place auprès d'un échantillon représentatif d'à peu près une dizaine de conseillers. Donc, pour rappel, cette solution était à destination de leurs commerciaux nomades. Donc, c'est une application sur iPad et qui couvre l'intégralité du cycle de vente, donc vraiment le cycle de vente dématérialisé. Et donc, le bilan au bout de 3 mois, on a fait un bilan à la fois d'un point de vue fonctionnel et technique. Et donc, des améliorations ont été remontées et recommandées par les conseillers qui étaient à l'époque déjà des bêta-testeurs. Et donc, cette phase de pilote précède le déploiement de la première version après avoir tenu compte vraiment des recommandations des testeurs. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Après, vous pouvez décider de les mettre plutôt en seconde version ou alors de les décaler un petit peu dans le temps, de les faire glisser. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, si on revient à notre cas,
il est important d'inclure dans le premier pilote des bêta-testeurs de tout profil. Par exemple, pour le groupe Pasteur Mutualité, on a constaté que l'adoption n'a pas été plus simple pour les conseillers les plus jeunes, qu'on pourrait penser plutôt mobile friendly et plutôt technophiles. À contrario, les plus anciens, qui avaient plus d'expérience, ont vite compris que la procédure de contractualisation était bien plus simple avec la tablette et donc ça constituait un réel gain de temps et de productivité pour eux et donc se sont appropriés la solution de manière, beaucoup plus rapide. Alors voilà comment on peut, inciter les utilisateurs à s'engager pendant, cette phase, de développement. Maintenant, on va voir, comment est-ce qu'on pourrait, enfin, maintenant qu'on a développé l'application et qu'on l'a, déployée, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer, Catherine, de l'engagement des utilisateurs, une fois que l'application est mise en production? Alors, eh ben, en fait, en continuant tout simplement à adopter cette approche user-centric dont on parle depuis le début, on peut l'illustrer en nous appuyant sur des cas clients. Donc là, je vais prendre le cas de notre client qui s'appelle SIS. C'est un éditeur logiciel qui a conçu un logiciel pour les sapeurs-pompiers. Et nous, on a travaillé avec eux sur la mise en œuvre d'une application mobile à destination des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est des gens qui ont un métier autre que sapeurs-pompiers et qui se rendent disponibles quand il y a une alerte. Donc, il s'agissait de leur permettre justement de gérer leur disponibilité en temps réel, donc dans un planning, et de pouvoir réagir instantanément en cas d'alerte. Pour accompagner le déploiement de cette appli mobile qui s'appelle Smart EMIS, l'état-major s'est appuyé sur des référents existants, des personnes référentes existantes dans chaque caserne. Donc, il existe une personne clé qui est identifiée par les sapeurs-pompiers volontaires pour savoir répondre à toutes les questions qui peuvent se poser en matière d'organisation. Comme ils ne sont pas tout le temps dans la caserne, ils peuvent avoir des questions à poser. C'est cette personne référente dans chaque caserne qui est leur point de contact. Elles font le lien finalement entre l'état-major et les sapeurs-pompiers volontaires. Donc ces personnes-là, c'est logiquement celles qui ont été choisies pour être formées en premier à Smart Tennis et qui sont chargées de propager la bonne parole auprès des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi de faire remonter leurs questions ou leurs suggestions d'amélioration. Chez GPM, donc Groupe Pasteur Mutualité, dont Irina a parlé, cette application mobile, donc lors de son déploiement, l'ensemble des conseillers a bénéficié de formations magistrales à la souscription de contrats sur iPad. Mais après, il fallait maintenir cet accompagnement dans la durée, donc il y a eu une web TV dédiée qui a été mise en place, ainsi que de courtes vidéos qui répondaient à des questions que pouvaient se poser couramment les conseillers à l'usage de l'application. Et ensuite, il y a eu un dispositif d'e-learning qui a été mis à la disposition des conseillers, proposant des formations modulaires courtes et ponctuelles pour ne pas leur prendre trop de temps. Donc, à chaque nouvelle application déployée, parce qu'aujourd'hui, il y en a plus de 10 contrats différents, le dispositif d'accompagnement est remis en route. Et il y a 2 séminaires commerciaux annuels au cours desquels des ateliers sont systématiquement organisés pour les dernières mises à jour, pour tenir au courant les connaissances, enfin, maintenir à jour en tout cas les connaissances des conseillers. Et quand un nouveau conseiller arrive, on lui délivre sa tablette dès le premier jour lors de la formation d'intégration. Donc, évidemment, en termes d'appropriation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors ensuite, il y a aussi d'autres moyens de s'assurer de l'engagement des utilisateurs. Le premier, c'est de réaliser des rapports d'utilisation qui permettent d'avoir une vue objective, précise de la manière dont l'application est utilisée. On peut s'appuyer sur des indicateurs comme les fonctionnalités les plus couramment utilisées, par exemple, le temps moyen passé sur chaque écran, les écrans de sortie, par exemple, pour voir quels sont les taux de rebond. Ce sont des indicateurs clés de performance qui vont vous permettre de comprendre quel est l'usage de l'application et d'adapter les fonctionnalités proposées. Par exemple, si vous remarquez qu'une fonction n'est jamais utilisée, il faut peut-être comprendre pourquoi, qu'elle n'est tout simplement pas utile, ou alors peut-être qu'elle est perdue, qu'on ne sait pas la trouver, par exemple. Voilà. Et il faut également tenir compte du retour des utilisateurs, donc très régulièrement mener des enquêtes ou faire remonter vers l'équipe de développement les propositions, les suggestions des utilisateurs pour que les évolutions soient en phase avec leurs attentes.
Voilà, donc tout ça mis ensemble permet de maintenir, dans le temps, heu, l'engagement des utilisateurs. On vient de parler d'indicateurs clés. Je voudrais juste vous montrer un écran intéressant des indicateurs clés de performance chez, GPM, donc au groupe Pasteur Mutualité. Hem, Ce qui a été constaté chez eux concrètement, c'est une augmentation du taux de transformation. Ça, c'était un indicateur clé. Vous en voyez d'autres, le taux moyen d'adoption de la tablette, donc ça, ils peuvent le mesurer, la réduction du coût de l'acte de souscription. Voilà quelques exemples d'indicateurs clés qui permettent de s'assurer qu'on est dans la bonne voie et que ben, les utilisateurs sont satisfaits et utilisent l'application mobile dans le temps. Alors, dernière étape, le cycle de vie de l'application, donc au cours de ces différentes évolutions. Comment est-ce qu'on peut conserver l'engagement des utilisateurs? Alors, donc une fois que l'application, est par exemple sur les stores pour une application grand public ou alors, entre les mains des collaborateurs pour une application plutôt professionnelle, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'une fois que cette application mobile est mise à disposition des utilisateurs, faut la faire vivre et pour ça, différents leviers, existent. L'un d'entre eux, c'est, la notification push. Alors qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui sont peut-être déjà familiers avec ou non, cette notion, c'est le fait d'envoyer, un message qui est plus ou moins court, plutôt court dans la plupart des temps, qui est envoyé depuis un serveur vers un terminal mobile, donc que ce soit une tablette ou un smartphone, vers les utilisateurs, d'une application, et d'ailleurs qu'ils soient en train de l'utiliser ou non, donc qu'elle soit ouverte ou fermée. Et donc cette notification, pardon, elle a pour objectif de déclencher une session, utilisateur et donc d'apporter une information de manière instantanée. Alors il existe, d'autres formats de notification. D'ailleurs, si vous voulez plus, d'informations sur, les différentes notifications, on vous a mis en lien, l'article qui donne plus de détails un petit peu sur la notification push et comment l'utiliser. Donc c'est un article de notre blog. L'article est également, disponible donc sur la version du PDF qui sera en téléchargement donc, après le webinar. Et donc, à quoi sert cette notification push? En fait, ça sera vraiment un réel levier, d'engagement puisque ça va inciter les utilisateurs à ouvrir l'application et à la se consulter. Alors pour, appuyer, cela, on a vu qu'une étude, qui a été menée par Localytics a montré que le fait d'autoriser, les notifications sur une application, ça permet vraiment d'augmenter l'engagement, des utilisateurs de plus de 170 par rapport à une application, qui n'aura pas mis en place de notification push. Donc ça a un impact, réellement, positif et ça pousse les marques parfois à en abuser un petit peu. Alors, ce qu'on voulait, souligner et faire le point là-dessus un petit peu, c'est les bonnes pratiques de la notification push. C'est un excellent canal de communication qui est assez puissant, mais il faut le nuancer puisque, faudrait l'utiliser vraiment de manière ciblée et pertinente pour que, cet impact reste positif et éviter vraiment, ce qu'on veut absolument pas, c'est-à-dire un désengagement. Et vraiment le pire des désengagements serait la désinstallation, de cette application. Et donc pour ça, la personnalisation sera un bon moyen, de rendre la notification, intéressante en tout cas, pour l'utilisateur, donc en fonction des différentes informations, qui seront, disponibles sur le profil, de l'utilisateur dans l'application. Ou alors encore, de contextualiser, les notifications. Alors quand on dit contextualiser, ça voudrait dire qu'une notification, va intervenir après un événement qu'on aura, au préalable, défini. Vraiment, ça peut être par exemple, lié à la position géographique de l'utilisateur ou encore, l'entrée ou la sortie, de cet utilisateur dans une zone géographique qu'on aura préalablement définie. La consultation d'une certaine page, bien ciblée ou encore un panier, qui aura été abandonné. Voilà, ou encore des notifications, transactionnelles, qui vont venir confirmer par exemple,
une opération qui aura été réalisée au préalable dans l'application. Alors, on va vous revenir un petit peu sur un cas client très rapidement. Alors c'est Odo Banque Privée, on l'a présenté au début de ce webinaire. Alors à l'origine, lorsqu'on a rencontré cette banque patrimoniale, leur objectif au départ était d'instaurer vraiment avec leurs clients un nouveau mode de communication plus proche, plus moderne et d'intéresser davantage leur clientèle qui était plutôt technophile. Et donc l'application qui a été développée est une application sur iPad, sur iPhone, smartphone et tablette Android également. Et donc ça prenait en charge la gestion de comptes et de passage d'ordre des comptes titres. Et donc dans une première version de cette application, une certaine quantité de contenu était disponible et fournie par leur bureau d'études de manière spécifique et accessible depuis la tablette, qui permettait vraiment de nourrir les réflexions des clients sur la bourse et comment investir en bourse. Par contre, la possibilité de consulter ces articles était mal connue de leurs clients, et donc le contenu finalement n'était pas du tout exploité et pas lu en fait. Alors du coup, lors d'une évaluation de l'application, nous avons mis en place un système de notification pour promouvoir justement ce contenu éditorial maison. Et donc, à chaque fois qu'un nouvel article était posté, une notification est adressée au client, ce qui génère là de l'engagement, et ça va inciter vraiment le client à consulter régulièrement cette rubrique. Et donc, l'intérêt vraiment, c'est que cette fonction a généré pour Odo, c'est que ça a rendu disponible dans un second temps les articles sans que les clients aient besoin de s'identifier. Donc en fait, ils ont mis les contenus disponibles sans identification, donc consultables au grand nombre, pour faciliter vraiment l'accès à ce contenu éditorial. Et donc les notifications sont donc visibles sur les smartphones, les tablettes, que les clients soient connectés ou non à leur compte. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour qu'ils puissent lire les articles. Voilà. Et donc ces notifications ont créé vraiment chez leurs clients l'envie de s'informer, le taux d'accès et de lecture à ces articles a vraiment augmenté de manière très significative. Et donc un autre constat qui est plutôt intéressant pour la Banque Odo est que ces clients qui utilisent l'application sur tablette sont plus engagés et génèrent un résultat financier supérieur à celui réalisé en moyenne par l'ensemble des clients de la banque. Et donc l'accès à ces informations qui sont plutôt ciblées, que ce soit des articles ou alors des analyses financières, a vraiment un impact sur leur chiffre d'affaires. Donc ne négligez pas non plus les contenus dits de blog, d'information et d'évangélisation. Alors maintenant, pour considérer l'application vraiment pendant toute sa durée de vie, ça ne s'arrête pas vraiment, l'application ne s'arrête pas vraiment le jour où on a mis en production la première version. Il faut vraiment renouveler l'intérêt d'utiliser votre application plutôt qu'une autre qui serait concurrente. Et il est intéressant de la faire évoluer pour ça. Et donc, ce qui est important, c'est de vraiment rester à l'écoute de vos utilisateurs, soit par le biais des avis qui auront été laissés sur les stores, donc ce qui a été mentionné dans le chat un petit peu au préalable, ou alors des métiers ou des applications métiers qui auront été destinées au préalable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, Catherine, de comment préserver vraiment l'engagement des utilisateurs pour une application aujourd'hui? Bon, voilà. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que pour conserver l'engagement de vos utilisateurs lors d'un projet de conception d'application mobile, il est important de les impliquer dès le début du projet, donc d'adopter une approche user-centrique, mais bien en amont du développement, de s'appuyer sur la méthodologie agile parce qu'elle est vraiment
mais vraiment les utilisateurs au centre également. Elle permet une grande rapidité de déploiement des applications et des mises à jour et une évolution sur des produits à un rythme soutenu. Ensuite, il faut vraiment tester rapidement, c'est-à-dire mettre le produit rapidement entre les mains des utilisateurs pour ne pas risquer de les décevoir parce que leurs attentes auront peut-être un petit peu changé entre-temps. Les accompagner tout au long de la vie de l'application et faire vivre cette application en proposant des évolutions aux utilisateurs en fonction de leurs attentes. Alors, ce webinaire se termine aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser encore dans le chat. On est encore avec vous pour quelques minutes. Mais en attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre blog. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à notre prochain webinaire qui est intitulé, donc vous voyez le thème là sur le slide, ce sont les 5 atouts du digital qui rendront vos process de vente efficaces. Donc cette fois-ci, on sera plutôt sur le métier de la vente. Et vous pouvez également visionner en replay ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu suivre la conférence jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois. Et vous avez, comme le disait Catherine au début de la conférence, vous avez la checklist de comment réaliser un cahier des charges pour une application mobile dans la salle de conférence. Vous pouvez le télécharger directement aujourd'hui. Ça vous aidera simplement à considérer vraiment les éléments à, à mettre dans un cahier des charges et à considérer en amont de votre projet donc pour le développement d'une application mobile. Je reviendrai juste sur la petite question qu'on vous a posée en cours de route. Quel était l'indicateur qui permet de mesurer la satisfaction des utilisateurs de l'application mobile? Il s'agissait du taux d'adoption. Donc, je crois qu'on était en phase avec l'un de vous. Il n'a pas tout à fait répondu ça, mais la réponse était quand même assez proche. Je reviens le taux d'utilisation. Oui, ça fait partie. En fait, nous, on a parlé de taux d'adoption parce que dans ce cas, on était sur une application, une solution métier. Donc, en fait, les utilisateurs avaient à leur disposition l'application. Il s'agissait de savoir s'ils continuaient à fonctionner en mode papier avec pour faire la vente de leurs produits ou alors s'ils avaient adopté l'application pour réaliser ces ventes. Alan a une question. Pour le développement d'une appli mobile, vous conseillez de faire appel à une SS2I ou plutôt une entreprise spécialisée dans les applications mobiles? Alors c'est une bonne question. Nous, on recommanderait de faire appel à une société comme nous, qui sommes spécialisés dans la conception d'applications mobiles et les interfaces pour objets connectés. Alors l'avantage, je dirais, sans parler trop des SS2I parce qu'on n'en est pas une, on est une entreprise de services numériques. On est, nous, Inflexis, on est une trentaine de personnes, donc on reste à taille humaine. Et on a quand même le savoir-faire de grands groupes dans le sens où on a une grande expérience, plus de 15 ans d'expérience dans le développement mobile, avec un responsable qualité, avec tous les tests qui sont réalisés avant les livraisons. Donc, je ne saurais vous conseiller de nous faire part de vos projets digitaux. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que sur les 30 personnes que constitue l'équipe Inflexis, je pense il y en a 25 qui sont des développeurs, qui sont sélectionnés uniquement parce qu'ils ont des compétences de développement sur Android ou sur iOS. Ce sont des compétences très rares sur le marché. On en sait quelque chose, on a du mal à les recruter. On est situé à Bordeaux, donc on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs pourtant, et un certain nombre d'élèves qui sortent de ces écoles. Donc, c'est des compétences qui sont compliquées à trouver sur le marché. Donc, voilà, simplement, aussi, quand vous avez un projet de développement d'applications mobiles et que vous faites appel à un prestataire, faites attention à ce point-là. Quelle est la compétence des équipes de développement et vérifiez bien qu'ils ont des compétences en développement mobile précisément.
Alors, il y a une question de Charlotte. À part les notifications push, quel autre canal utiliser? Alors nous, avec ce webinaire, ce qu'on a voulu, c'est brosser vraiment, l'ensemble du projet et montrer justement que pour, engager vos utilisateurs et les inciter à revenir et à utiliser votre application, il y a vraiment pas que la notification push. Parce qu'une fois qu'elle est mise à disposition des utilisateurs, la facilité, ça serait de se dire, on va envoyer des notifications, mais non, justement, en fait, l'idée, c'est de les impliquer, dès même avant le développement de l'application pour pouvoir coller au mieux à leurs attentes, avoir leur retour, ce qui les frustre, comment avoir des fonctionnalités qui répondent ou alors ajouter des fonctionnalités qui seront en phase avec leurs besoins. Donc vraiment, on est sur un mode projet pendant le développement. Et une fois qu'elle est mise en production et à disposition des utilisateurs, je dirais également réaliser des évolutions régulièrement. C'était le dernier point du webinar, faire vivre l'application, vraiment la considérer euh, sur son cycle de vie, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où vraiment pousser des évolutions, ça montrera que vous êtes à l'écoute de vos utilisateurs, vous considérez les avis qui sont sur les stores pour les applications grand public et pour les applications métiers, réaliser des enquêtes parfois en interne. Voilà, donc ce sont des éléments à considérer une fois que les utilisateurs ont vu qu'il y a des évolutions qui reprennent des correctifs ou alors des évolutions, des idées d'évolution qu'ils ont pu pousser dans les avis sur les stores. On sait avec notre expérience que les utilisateurs sont ravis et en fait se sentent écoutés. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Charlotte. S'il y a d'autres questions, s'il n'y en a pas, je pense qu'on est un petit peu débordé sur l'horaire. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va vous libérer. Alors, je vais simplement, voilà, vous avez nos coordonnées sur le dernier slide. Je pense notamment à Alan, donc, qui nous posait la question de savoir si on devait passer si vous feriez mieux de passer par une SS2I ou alors une société comme nous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse parler du projet que vous avez, le projet digital. Bon. Très bien. Eh bien, c'est entendu. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. On est ravis. Et puis, à très vite parce que notre prochain webinaire se tiendra donc dans 2 semaines. Donc, ce sera le 22 mars. Voilà, en espérant avoir répondu à vos interrogations. Merci à tous et donc à très bientôt en ligne sur Webikeo. Bon après-midi. Au revoir.